Bonjour et bienvenue dans ce dernier cours à destination des terminales STI 2D. C'est la fin du programme et donc on va parler des champs magnétiques et des ondes électromagnétiques dans l'optique de l'imagerie médicale. Alors le plan va être très simple. D'abord on va voir tout ce qui concerne le champ magnétique. On va faire des rappels sur les ondes électromagnétiques qu'on a déjà vues dans l'année. Et ensuite on verra comment appliquer tout ceci dans le cadre de l'imagerie médicale. Alors commençons par les champs magnétiques. Depuis l'Antiquité, on connaît des cailloux particuliers qu'on a appelés magnétiques qui ont des propriétés de s'attirer ou de se repousser. Et on a rapidement utilisé ces propriétés, par exemple en Chine, pour faire des boussoles. C'est-à-dire que ces cailloux ont la propriété de s'aligner suivant l'axe nord-sud n'importe où sur la Terre. Et donc, on peut repérer sa direction comme ceci. Aujourd'hui, quand on fabrique un aimant, on a l'habitude de parler du pôle nord et du pôle sud. Le pôle nord, c'est celui qui va s'orienter vers le pôle nord terrestre et le pôle sud, c'est l'autre. Le pôle nord, généralement, on le peint en rouge. Alors, si on met des aimants autour d'autres aimants autour d'un aimant, on se rend compte que le pôle sud d'un aimant est attiré par le pôle nord d'un autre et les deux pôles nord sont repoussés. Vous connaissez déjà ça. Et bien, on peut en déduire que sur la Terre, en fait, au nord géographique correspond un sud magnétique. C'est pour ça que les nords magnétiques sont attirés par ce côté-là. Alors revenons sur notre aimant ici, et cette fois-ci on ne va pas mettre quelques petits aimants autour, on va en mettre une multitude en fait en mettant de la limaille de fer qui va se comporter comme des petits aimants, qui va s'orienter comme des petits aimants. Si on fait ça, ben vous voyez ce qu'on voit apparaître, on voit apparaître des lignes qui apparaissent comme ceci. On a envie de les tracer ces lignes, on peut le faire. En voici une, en voici une autre, en voici d'autres. Ceci, ça s'appelle des lignes de champ. Et ces lignes de champ, elles vont être très importantes pour décrire, en fait, ce que crée l'aimant autour de lui. C'est ce qu'on appelle un champ magnétique. Alors, comment on va décrire le champ magnétique à un endroit précis? On va faire une petite flèche qui va être comme la petite boussole qui est ici, vous voyez? On va faire la flèche dans la même direction, tangente à la ligne de champ, comme ceci, dans le sens sud-nord, comme ceci. Et cette flèche, elle va s'appeler le champ magnétique. C'est ce qui représente le champ magnétique qu'on va noter B. Alors ce champ magnétique, il se mesure en Tesla. Tesla, c'est une unité en l'honneur de Nikola Tesla, un inventeur célèbre, et on le mesure avec un teslamètre. Par exemple, un aimant, comme ceci, va créer un champ magnétique d'à peu près 0,1 Tesla. Les plus gros peuvent faire un petit peu plus. Et le champ magnétique terrestre, lui, est plus faible. Vous voyez, c'est aux alentours de 50 micro-Tesla. Maintenant, on peut enlever nos petites boussoles et dessiner les vecteurs champs magnétiques correspondant aux endroits qui nous intéressent. Voilà comment est le champ magnétique à ces endroits-là. Voilà les lignes de champ d'un aimant droit. Vous voyez qu'on a rajouté des petites flèches ici pour indiquer dans quel sens il va falloir dessiner le vecteur champ magnétique. Alors comment le dessiner? C'est très simple. Hein. Vous mettez à un endroit et vous dessinez un vecteur qui est tangent aux lignes de champ. Donc par exemple ici, vous voyez, je suis parti d'ici et j'ai dessiné un vecteur qui est tangent aux lignes de champ dans le sens des lignes de champ, comme ceci. Alors quelques petites remarques, hein. Plus les lignes de champ sont resserrées, plus le champ magnétique est grand, et plus elles sont espacées, moins il est grand aussi. Si on regarde les lignes de champ autour de la Terre, on va voir que ça ressemble beaucoup aux lignes de champ d'un aimant droit. On peut tracer un champ magnétique à un endroit donné, comme ceci, vous voyez. Hein. Donc ça ressemble beaucoup à un aimant droit, avec le pôle sud en haut et le pôle nord en bas. Alors ce champ magnétique terrestre, il est très important pour nous parce qu'il constitue un bouclier pour nous protéger des particules énergétiques qui arrivent du Soleil. Ces particules énergétiques, elles sont très énergétiques, donc dangereuses pour la vie, et elles sont chargées aussi. Donc elles vont être déviées par ce champ magnétique et passer autour de la Terre. Il n'y a que au pôle où quelquefois certaines de ces particules arrivent à passer et elles entrent en interaction avec le haut de l'atmosphère pour fabriquer des aurores qu'on voit au pôle nord ou au pôle sud. Il existe des aimants qui n'ont pas la forme d'un aimant droit, comme celui-ci par exemple, et vous voyez les lignes de champ sont différentes. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Il y a un endroit où les lignes de champ sont parallèles. Ces lignes de champ parallèles vous indiquent en fait qu'à cet endroit-là, le champ magnétique ne change pas. Il est partout pareil. Ça s'appelle une zone de champ uniforme. Et ça, c'est intéressant de le noter. Et quand on reverra des lignes de champ parallèles, on se rappellera qu'à ces endroits-là, les champs sont uniformes, ne changent pas.
Les champs magnétiques peuvent être créés par des aimants, mais aussi par des courants électriques. Ici, vous voyez, une petite boucle qui est parcourue par du courant électrique, on appelle ça une spire. Créer un champ magnétique, ça dévie la boussole. Alors le spectre de ceci ressemble à ça, vous voyez, hein. Ça ressemble en fait à un aimant droit, grosso modo. Et il y a une géométrie particulière qui est intéressante pour créer des champs magnétiques, c'est ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire, vous voyez, c'est une succession d'enroulements comme ceci, dans laquelle on va faire passer un courant électrique. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors voilà la représentation de la coupe de ce solénoïde, et vous voyez les lignes de champ. Alors à l'extérieur du solénoïde, ça ressemble beaucoup aux lignes de champ d'un aimant droit. Et à l'intérieur du solénoïde, il y a quelque chose de particulier qu'on a déjà vu, c'est que les lignes de champ sont parallèles entre elles, ce qui veut dire qu'ici on a un champ qui est tout le temps pareil, qui est uniforme. Et la valeur de ce champ uniforme, elle est assez facile à calculer, elle dépend de la longueur du solénoïde, du nombre de tours qu'on a fait et de l'intensité. Et puis il y a un facteur de proportionnalité, μ0, qui dépend de la matière dans laquelle on est à l'intérieur, si c'est de l'air ou autre chose. Et donc cette petite formule-là, on peut vous demander de l'utiliser. Elle n'est pas à connaître, mais on peut vous demander de l'utiliser. Passons aux ondes électromagnétiques. Ici, on va faire des rappels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique? C'est un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent en variant. Alors, comment caractériser ces différentes ondes électromagnétiques? Soit par leur longueur d'onde, soit par la fréquence, le nombre de répétitions par seconde. La fréquence, elle sera notée nu dans le cas des ondes électromagnétiques, cette lettre qui est ici. Alors, on a déjà vu comment on calcule l'énergie d'une onde électromagnétique, c'est h nu ou hc sur lambda, tout ceci est à connaître avec les unités. Et je vous rappelle qu'il faut aussi connaître le spectre électromagnétique, c'est-à-dire les différents domaines des ondes électromagnétiques. Alors, ne connaissez pas les valeurs chiffrées. Par contre, il faut savoir l'enchaînement du plus énergétique au moins énergétique, des gamma aux ondes radio. Il faut savoir aussi que tout objet émet des ondes électromagnétiques. Par exemple, ce chat, il émet des ondes électromagnétiques. Alors, ce n'est pas du visible qu'il va émettre. En fait, lui, il va émettre en infrarouge. Avec une caméra infrarouge, on peut voir qu'il émet des ondes électromagnétiques ici. Alors justement, pourquoi il émet? Parce qu'il a une certaine température. Et on va revoir cette petite formule, la loi de Wien, qu'on peut vous demander d'utiliser. La longueur d'onde maximale qui est émise, elle est inversement proportionnelle à la température. C'est la loi de Wien, avec un coefficient qui est marqué ici. Autre formule qu'on peut utiliser sur les ondes électromagnétiques, la puissance qui est rayonnée, qui est émise, elle dépend de la température aussi, vous voyez, mais au puissance 4. Donc pareil, ce sont des formules qui ne sont pas à connaître par cœur, mais qu'il faut savoir utiliser si on vous les donne. Alors les unités sont classiques. Alors comment utiliser les ondes électromagnétiques pour faire de l'imagerie médicale? Eh bien, la première chose qu'on vient de voir ici, c'est les infrarouges. Les infrarouges peuvent nous donner des informations sur la température des différentes parties d'un corps. Ici, on voit que cette partie-là est plus chaude que le reste du corps. Les rayons X sont utilisés depuis très longtemps pour faire des radiographies. Donc, ils traversent le corps en étant plus ou moins absorbés. On arrive à faire des images donc, de ce qui est à l'intérieur de notre corps, surtout des os. Et on a fait des images donc en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Les rayons gamma sont utilisés en injectant en fait des particules radioactives dans le corps du patient, et on choisit des particules radioactives qui vont migrer vers quelque chose qui nous intéresse. Ces particules radioactives vont se désintégrer en émettant des rayons gamma et on va les détecter. Et donc on va en fait voir ce qui nous intéresse. Alors il faut bien choisir les particules radioactives pour qu'elles aillent à l'endroit qui nous intéresse du corps humain. Ça s'appelle de la scintigraphie. Et enfin, les ondes radio sont aussi utilisées dans ce qu'on appelle l'IRM. On va voir en détail comment ça fonctionne. Voici un appareil d'IRM qui va pouvoir réaliser ce type d'image. Comment ça fonctionne? Alors en fait, on va détecter les noyaux des atomes d'hydrogène. Ces noyaux d'atomes d'hydrogène, ils ont une propriété un peu particulière, magnétique, qui peut être représentée par une flèche comme ceci. Ils se comportent un petit peu comme des aimants. On appelle ça le spin. Alors si on met un gros champ magnétique autour de ces atomes, ici, en fait, ils vont réagir à ce champ magnétique-là en tournant autour du champ magnétique un petit peu comme une toupie tourne comme ceci. Là, ça s'appelle un mouvement de précession. Alors soit ils vont tourner dans le sens du champ magnétique, soit ils vont tourner dans le sens opposé. Donc on peut représenter la façon dont ils tournent de cette façon-là, soit vers le haut, soit vers le bas, comme ceci.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va envoyer des ondes électromagnétiques, qui seront des ondes radio, justement. Et en choisissant bien les ondes électromagnétiques qui apportent la bonne énergie, eh qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner, en fait, changer le sens de rotation de certains des noyaux, comme ceci. Ensuite, on va couper l'apport d'énergie, et à ce moment-là, les noyaux qui tournent dans le sens opposé au champ magnétique vont petit à petit se remettre à tourner dans le sens du champ magnétique, comme ceci. Et en fait, cette remise à la position initiale est plus ou moins longue en fonction du tissu dans lequel on est. Et donc, on va mesurer cette remise à zéro, on va dire, et on va mettre des couleurs différentes en fonction des délais, et ça va faire des images extrêmement précises comme celle-ci. Merci d'avoir suivi ce cours, il est terminé à présent, et à bientôt.